Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Élections législatives. Le premier tour devrait se tenir le 29 mars prochain et c'est une occasion pour nous de parler de l'inclusion et la participation des personnes vivant avec un handicap au processus électoral. Ce grand dialogue est en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Je suis Mouhamadou Touré. Nos invités aujourd'hui sont Barthélémy Sangala de l'association Emploi Intégration des handicapés pour le développement EIHD, Salia Kariba Traoré de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, et Nouhoum Keïta du parti Sadi qui est au téléphone. Aminata Traoré de l'association malienne pour la protection des albinos devrait nous rejoindre au cours du débat. Bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Alors, Barthélémy Sangala, aujourd'hui au Mali, est-ce que les personnes vivant avec un handicap sont suffisamment incluses dans les processus électoraux? Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Merci pour cette belle question. En fait, dans les textes, il est prévu que les personnes handicapées puissent participer au processus électoral. Et là, je vais citer un peu la loi électorale qui prévoit une assistance pour des personnes handicapées en ayant besoin. Bon. Or, ça ne suffit pas pour que la personne handicapée puisse participer pleinement au processus électoral. Pour que cela puisse se faire, il faudrait que la personne handicapée puisse d'abord se présenter comme une personne éligible et ensuite maintenant être électeur. Bon. Malheureusement, il y a beaucoup de barrières qui se présentent. Si nous prenons l'accès au bureau de vote, il y a beaucoup de barrières physiques qui se présentent. Il y a souvent des bureaux de vote qui sont à l'étage. Il y a souvent des bureaux de vote qui sont dans des endroits où la circulation est complètement compliquée. Et il y a aussi l'accès à l'information. Est-ce que les personnes handicapées visuelles ou les personnes handicapées auditives ont accès à l'information autour de l'élection? Il y a beaucoup à faire sur ce plan. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, vraiment de façon pratique, c'est vrai qu'une personne handicapée peut avoir sa carte d'électeur, mais aller faire son acte civique de vote est sérieusement compliqué. En tout cas, beaucoup de types de handicap. Voilà pour un départ ce que je peux dire. Salia Kariba Traoré, quel est votre point de vue sur l'inclusion des personnes vivant avec le handicap au processus électoral au Mali? Merci bien, bonsoir tout le monde. Monsieur Touré, une très belle question. D'abord, comme M. Barthélémy l'a dit, donc, la loi électorale elle est là avec des points précis. Donc, dans cette loi, il est prévu également assistance aux personnes vivant avec un handicap. Et je vais aller plus loin à travers la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. D'ailleurs, ça a été délibéré adopté par l'Assemblée nationale à la séance du 10 mai 2018. Donc, dans la section 5 du domaine de la participation à la vie publique et politique et à la vie publique, notamment les deux articles 20 et 21 qui stipulent que les conditions sont réunies pour faciliter l'accès des personnes vivant avec un handicap au lieu de vote et pour leur permettre de voter également de façon libre. Et cela va également avec l'article 21 qui stipule que les procédures et les équipements ainsi que le matériel électoral doivent être appropriés et accessibles aux personnes vivant avec un handicap. En tant qu'organisation en charge d'observation des élections, nous voyons que ces procédures ne sont vraiment pas mises en œuvre. Lors de nos observations, nous voyons que l'accès n'est pas toujours facile pour les personnes vivant avec un handicap. Donc cela entrave également à leur pleine participation. D'accord. Nouhoum Keïta, votre avis là-dessus, en tant que membre d'un parti politique, notamment le parti Sadi? Oui, bonjour. Je voudrais saluer les débatteurs, saluer le studio Tamani et tous les auditeurs. Oui, j'ai suivi avec intérêt l'intervention de M. Barthélémy. Je pense que les constats qu'il a établis, je les partage entièrement et totalement. Effectivement, quand on voit, il y a des dispositions sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, qui doivent aller vers la promotion, la protection
des handicapés. Malheureusement, dans les faits, cela ne s'est pas concrétisé. Je suis responsable d'un parti politique qui a des handicapés qui sont responsables. Et je ne sais pas si vos auditeurs le perçoivent, mais notre président est handicapé. Et je suis moi-même papa d'une fille handicapée. Et nous avons aussi des élus qui sont des handicapés. Oui, on va revenir tout à l'heure aux personnes handicapées qui sont candidats et autres, à la possibilité qui leur est offerte. Mais aujourd'hui, par rapport à ces textes qui sont adoptés et qui, dans les faits, ne sont pas mis en œuvre, que pensez-vous de cette situation? Oui, c'est assez regrettable parce que notre pays a souscrit à beaucoup de conventions sur le plan international, a manifesté son engagement justement en faveur des handicapés à travers des dispositions qu'il a prises sur le plan de la loi. L'autre, je crois que M. Touré ou Traoré, Traoré a évoqué la loi. Il y a une loi qui le précise. Bon, malheureusement, il y a le fait de mettre sur papier une loi et l'appliquer. Lorsque on décide à travers une loi pour assurer la promotion d'une catégorie de citoyens, on doit pouvoir mettre en place les dispositifs qui vont dans le sens de la traduction de cette loi. Et ce n'est pas du tout bon que le gouvernement manifeste son engagement, en tout cas à travers cette disposition de la loi, et malheureusement ne fait rien pour pouvoir arriver à son application, à rendre effective cette loi. Alors, qui est responsable de cette situation selon vous, M. Barthélémy? Une question bateau. En fait, les responsabilités, c'est partagé. Parce que si une loi est votée, comme M. Traoré l'a dit, de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées jusqu'à la loi électorale et jusqu'à la loi relative aux droits des personnes handicapées, je pense que le cadre juridique est établi. Maintenant, à qui revient de faire ce travail? Je pense que c'est à l'État de prendre les dispositions pour que cette loi puisse être réalité sur le terrain. Parce qu'il faut quand même se dire que les personnes handicapées sont estimées à environ 15% de la population. Et 15% de la population exclue d'un événement capital de la nation, c'est quand même... ça ne s'explique pas. Donc vous pensez que les personnes vivant avec un handicap au Mali sont exclues du processus électoral? Pas exclues en tant que tel, mais il y a les barrières qui doivent... Il y a beaucoup de barrières qui les empêchent disons, de jouir de ce droit de vote. Parce qu'une chose est de dire que oui, nous avons pris la disposition, mais une chose est de constater sur le terrain que la personne ne peut pas accéder à son bureau de vote. La personne ne peut pas accéder à l'information relative au candidat pour lequel il veut voter. Donc, c'est vrai qu'on parle de la participation, disons de l'assistance aux personnes handicapées, mais nous voulons aller plus loin. Parce que l'assistance, c'est à un certain niveau. Mais le souhait, c'est que la personne handicapée soit autonome pour participer pleinement par elle-même à son activité. Et ça, c'est ça qui va garantir le secret des votes. C'est ça qui va garantir la dignité de la personne elle-même. Et c'est ça qui va garantir la relation entre l'électorat et les élus. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire et c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour que ce qui est dit dans la loi puisse être réalité sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'État, les partis politiques, la société civile vous aident à bénéficier de ces droits? Oui, parce que, en fait, avant même que l'État doit faire tout ce qu'il doit faire, mais les partis politiques ont une grande responsabilité. Parce que si une personne handicapée va voter pour quelqu'un, c'est ce monsieur ou cette dame à l'Assemblée nationale va un jour voter des lois concernant la santé, va voter des lois sur l'éducation, va voter des lois qui doivent gérer la vie de la société dans laquelle la personne handicapée vit.
Et si dans le vote de ces lois, il n'y a pas une relation entre l'électorat handicapé et l'élu, donc ces lois ne seront pas, enfin, comme on le souhaiterait, inclusives. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une loi qui vient d'être votée, mais que désormais, dans toutes les lois qui concernent la vie en communauté, il faut qu'il y ait la dimension handicap qui soit prise en compte. Et ça, il faut que les partis politiques le comprennent, le mettent dans leur message et que les électeurs handicapés aussi puissent leur dire voici ce que nous voulons. Et les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile aussi, il y a beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de personnes handicapées dans la capitale et à l'intérieur du Mali et ils sont accompagnés par certaines ONG, par certaines structures de la place pour être formés d'abord sur les lois électorales, être formés sur leurs devoirs civiques, être formés sur beaucoup de choses qui font qu'elles-mêmes, aujourd'hui, puissent comprendre pourquoi elles doivent participer et quels sont leurs devoirs. Et parce que nous avons un programme d'engagement citoyen. Mais ça, c'est quand il s'agit des associations qui regroupent déjà des personnes handicapées. Mais exactement. S'agissant des organisations de la société civile qui doivent regrouper toutes les personnes handicapées ou non, est-ce que ces organisations, de façon globale, s'intéressent à vos préoccupations? Oui, s'intéressent. Parce que les organisations des personnes handicapées sont dans des réseaux des organisations de la société civile. Et à ce titre-là, il y a beaucoup de préoccupations qui sont partagées et il y a beaucoup de préoccupations qui sont portées par ces organisations de la société civile en lien avec le handicap. Pour la petite histoire, le directeur exécutif de la FEMA, l'ex-directeur exécutif, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, a été président des organisations de la société civile au Mali. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a vraiment une bonne entente et une bonne synergie entre le mouvement des personnes handicapées et entre les organisations de la société civile de façon générale. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que la société civile oublie parfois les personnes vivant avec un handicap, M. Traoré? Effectivement, je dirais que la société civile joue sa partition à un moment donné, mais la partition, elle doit être un peu grande également. Pour revenir un peu en arrière en ce qui concerne la mise en œuvre de ces lois, l'effectivité de ces lois, de ces mises en œuvre, je pense que la responsabilité n'incombe pas uniquement au gouvernement, mais je pense que ça incombe à tous les acteurs du processus électoral, que ce soit le gouvernement à travers les OG, les organes en gestion des élections, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit également les partis politiques. Ce que M. Barthélémy l'a dit, c'est que ces partis politiques également ne doivent pas oublier que ces personnes handicapées sont des potentiels également électeurs. C'est des potentiels électeurs, c'est des personnes également susceptibles de ramener ces partis politiques dans l'instance décisionnelle du pays, que ce soit pour l'élection présidentielle, que ce soit pour les législatives. Donc moi je pense qu'il ne s'agit pas seulement à ce que le gouvernement puisse prendre cela en compte, il faut que tous les acteurs puissent impliquer pour pouvoir mettre en place un mécanisme pour pouvoir diriger vraiment ces lois pour les mettre en œuvre. Quant aux OGE, donc c'est le ministère de l'administration territoriale, donc le ministère doit prendre des dispositions idoines dans ce sens pour que les personnes vivant avec un handicap puissent effectivement voter dans des conditions les meilleures. Il faut également que les partis politiques, dans les concertations également avec le ministère de l'administration territoriale ou bien avec les autres partis, et puissent également se converger pour pouvoir intégrer cela dans les prises de décision, pour veiller vraiment à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions. Et il faut impérativement que les organisations de la société civile, que ce soit les associations handicapées et également d'autres associations, puissent vraiment mener à bien ce combat pour que ces personnes vivant avec un handicap puissent
jouir pleinement de leurs droits pour pouvoir voter. Parce que n'oubliez pas que les réseaux d'observateurs nationaux également sont issus des organisations de la société civile. Je prends le cas de la COSEM par exemple, comme je l'évoquais tantôt. Donc nous prenons cet aspect dans toutes nos activités. Donc il y a cela. Donc dans toutes les observations, donc nous essayons de voir qu'est-ce qui a été fait. Donc nous les mettons dans nos rapports. Donc nous les partageons à qui des droits. Donc maintenant, nous essayons de faire également des plaidoyers à tous les niveaux pour que ces recommandations puissent être mises en place. D'accord. Peuvent être des électeurs, peuvent pouvoir bénéficier de leurs droits de vote, mais également pouvoir être candidats, pouvoir être des élus. Effectivement, pouvoir être des élus. Parce que une personne handicapée n'est pas forcément dit une personne qui ne peut pas jouir également de cela. Donc il faudra également que les uns et les autres puissent voir cet aspect également pour que les personnes vivant avec un handicap également puissent être dans l'hémisphère de nos institutions. D'accord. Noum Keïta, certains estiment qu'aujourd'hui, on voit rarement les partis politiques dénoncer cette situation, qui est que les personnes vivant avec un handicap peuvent souvent ne pas avoir accès aux différents bureaux de vote, peuvent ne pas avoir des possibilités de jouir de leurs droits ou accomplir leurs devoirs. Oui, je pense que c'est une réalité. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je pense que le premier rôle revient à l'État. Vous savez, nous sommes champions, toute catégorie, dans la ratification des conventions internationales. C'est notre sport favori. Mais une chose est de ratifier les conventions, une autre est de transformer justement ces conventions en loi. Mais de façon générale, n'est-ce pas les responsables des partis politiques qui gèrent le pays? Non. Non. Malheureusement, il y a un État qui a ratifié les conventions. Le premier devoir revient à l'État de le transformer en loi et de veiller à la mise en œuvre, à l'application stricte de ces dispositions de loi. Je ne pense pas qu'il faut... On cherche toujours à jeter l'anathème sur les partis politiques. Oui, mais au cas où l'État ne jouait pas ce rôle, c'est vous qui le dites, oui. Au cas où l'État ne jouait pas ce rôle, pourquoi les partis politiques ne dénoncent pas cette situation? Pourquoi les partis politiques, vous l'avez reconnu tout de suite, on les voit rarement dénoncer cette situation? Oui, non. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit poser la problématique. La problématique doit se poser du côté de la responsabilité de l'État. Justement, on a parlé de la responsabilité de l'État. Je voudrais qu'on parle un peu aussi de la responsabilité des partis politiques. Aujourd'hui, on voit l'État très engagé à assurer le quota au niveau de la représentativité des femmes dans nos institutions. Pour la simple raison qu'il y a une pression internationale, il y a beaucoup d'argent dedans. Mais pourquoi ce même État n'a pas l'intelligence de pouvoir mettre dans les dispositions, par exemple dans la loi électorale, le quota pour les personnes handicapées? Est-ce que les autres partis politiques l'ont proposé? Non, mais pourquoi l'État aussi ne l'a pas proposé? C'est ça là le truc. Donc essayons de poser clairement le débat. Ne cherchons pas à dire, bon voilà, c'est vos réponses. On a toujours chanté ça. Concernant le quota des femmes, on a vu que le processus a été très long. Aujourd'hui, si l'État prend les dispositions pour dire qu'au niveau de tous les candidats, en tout cas partout où il y a possibilité que les candidatures des personnes vivant avec le handicap soient favorisées et que l'État fixe des critères pour récompenser les partis politiques qui vont travailler justement à intégrer ça dans le choix des candidats. Et par exemple, il y a une aide qu'on donne aux partis politiques. Si au niveau des critères d'aide aux partis politiques, on dit que votre parti doit intégrer des personnes handicapées au niveau des instances de décision et aussi au niveau donc des postes à assumer, des postes publics à assumer, je pense que ce sera un grand pas. Évitons d'aller dans des débats stériles qui ne nous rapporteront rien. Voilà, les partis doivent faire ceci, les partis ne doivent pas faire ça. Je pense que la responsabilité doit revenir à l'État. À partir du moment où il a signé, il a ratifié la convention, il doit faire preuve d'intelligence pour pouvoir réussir à ce qu'il y ait un engagement national de tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou institutionnels,
à ce que, donc, il y ait de ça, et ça se traduise concrètement. Je pense que c'est ça qui va nous avancer. D'accord. Tout à l'heure, on parlera de cette aide aux partis politiques. Est-ce qu'elle ne devrait pas permettre également de sensibiliser ces personnes vivant avec un handicap? Mais en attendant, Barthélémy Togo, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Barthélémy, pardon, Sangala, oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les personnes vivant avec un handicap devraient avoir un quota, comme l'a suggéré tout de suite Noum Keïta? Bon, ça serait bien. Si ça arrivait, ça serait bien. Mais une personne handicapée, c'est aussi un homme, c'est aussi une femme. Voilà. Mais ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est pour que les personnes handicapées, elles aussi, soient actives dans la vie politique. Parce qu'il a parlé de la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la responsabilité des partis politiques qui est aussi à avoir. Parce que c'est les politiciens qui deviennent gouvernants. Donc, avant d'aller gouverner, est-ce qu'il porte comme valeur des préoccupations des personnes handicapées? Est-ce qu'il porte dans sa vision politique les intérêts des personnes handicapées? Est-ce qu'il porte dans sa valeur l'inclusion qui est chère aux personnes handicapées? Donc, je pense que cette responsabilité est quand même et aux partis politiques, et aussi à nous, personnes handicapées, parce que même si aujourd'hui on dit, écoutez, mettez 15% de candidats, s'il n'y a pas de candidats handicapés, où est-ce qu'on va les enlever? Donc je pense qu'il y a aussi une formation à la vie politique qu'il faut envisager pour que la personne handicapée puisse se dire, oui, moi aussi je peux faire la politique et voici comment je peux faire la politique. Cette valeur, est-ce qu'elle est visible au niveau de la gestion de l'État et au niveau des partis politiques aussi? Bon, gestion au niveau des partis politiques de l'État, je ne le dirais pas ainsi, parce qu'il faut connaître que la place également d'un observateur, donc c'est un état de fait. Donc si on décide de rentrer dans ce carcan, donc... oui, mais dans votre observation, est-ce que vous pensez que les préoccupations des personnes vivant avec un handicap sont suffisamment prises en compte ou sont même une inquiétude des partis politiques ou même des dirigeants? Non, je dirais que c'est une inquiétude parce que je l'ai évoqué tantôt. Quand nous faisons l'observation, nous voyons que même l'accessibilité est un défi pour ces personnes. Donc, si l'accessibilité même pour jouir de ces droits civiques est un problème dans le processus électoral, donc imaginez un peu les autres processus pour accéder aux instances suprêmes. Mais comme M. Barthélémy l'a dit, il faut également que les personnes handicapées puissent être sensibilisées également à ce niveau pour s'intéresser davantage à la vie politique. Parce qu'une chose est sûre, on va demander à ce que ça soit le cas, mais si la personne n'est pas bien outillée, si ce n'est pas une personne qui ne s'intéresse pas et qui ne maîtrise pas également la vie politique, donc ce sera une personne également qui ne pourra pas apporter grand chose à la nation. Donc il faudra à ce niveau que les personnes handicapées, dans un premier temps, puissent s'intéresser à la vie politique, puissent se battre également pour qu'on puisse les mettre dans leurs droits. Donc en ce qui concerne l'observation, donc nous avons beaucoup de chemin encore à faire. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Nous le montrons chaque fois dans nos observations et nous le décrivons. Nous faisons des plaidoyers parce que ça sert aussi à ça, l'observation électorale. Donc, nous contribuons à la fortification de la démocratie. Donc, c'est là à travers l'observation systématique. Donc, tout ce que nous voyons sur les cadres juridiques, sur l'aspect organisationnel, la gestion administrative des élections, donc nous le disons. Donc, nous faisons des plaidoyers également à tous les niveaux, avec tous les acteurs, pour que cela puisse vraiment être amélioré davantage. En ce qui concerne vraiment le cas des handicapés, l'accessibilité même est un problème. Honnêtement, il faut le dire. Donc il faut que ça change. Noum Keïta, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les partis politiques ont suffisamment d'ouverture pour avoir des personnes handicapées sur leur liste de candidature? Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les partis politiques. Je sais qu'au niveau de mon parti, il y a eu des handicapés qui ont brigué des postes électifs, qui ont été soit maires et qui ont été députés. Donc, au niveau du parti SADI, la question du handicap n'a jamais été un problème. Et comme je vous l'ai dit, nous avons des responsables qui sont handicapés. Donc, au niveau du parti SADI, lorsqu'il y a une situation, par exemple, acte de candidature, lorsque la personne donc, trouve
qu'elle est engagée, elle a la compétence d'assumer ses responsabilités, nous, on ne voit pas le handicap comme un obstacle. Ça, nous avons dépassé ce point. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, par exemple, nous savons très bien qu'il y a un mouvement qui s'est organisé pour que le quota de représentation des femmes à l'Assemblée nationale soit une réalité. Moi, je pense que ce quota, jusqu'à présent, on doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait une représentation équitable entre hommes et femmes. Mais il y a toutes les possibilités pour que les handicapés soient aussi entendus. Parce que l'État, c'est aussi ça. Il y a la dimension donc, sociale et dans ce que l'État fait. Et je pense que cette dimension doit être prise en compte de manière effective, sans restriction possible. Il y a des pays où les femmes sont même devenus ministres. En Angleterre, par exemple, et ils ont occupé les hautes fonctions. Nous avons aujourd'hui des handicapés visuels qui ont la compétence ici dans notre pays-là à exercer des fonctions ministérielles. Des handicapés physiques qui ont la compétence d'exercer des fonctions ministérielles. Mais on ne les a jamais promis. Donc c'est la volonté de l'État d'abord qui doit s'affirmer. Et l'État sur ce plan a un devoir, c'est à lui d'ouvrir le chemin pour qu'il y ait ce mouvement en faveur donc, des handicapés. Je vous retourne la question. Est-ce que les partis politiques ont suffisamment d'ouverture pour que les personnes handicapées, vivant avec un handicap puissent être sur les listes de candidature pour les élections? Je suis content d'entendre ce que M. Keïta vient de dire au niveau du parti SADI. Si c'est le cas, tant mieux, bravo. Mais au-delà d'avoir une personne handicapée sur la liste électorale, au-delà d'avoir une personne handicapée candidate, je pense qu'il y a des besoins spécifiques liés au handicap qui doivent être portés aussi comme valeur à défendre. Il a bien parlé de l'accessibilité au bureau de vote. Et quand je prends aujourd'hui l'accessibilité de façon générale, est-ce que la personne handicapée peut aujourd'hui accéder et circuler librement dans la ville à Bamako? Quel est le parti qui porte ça comme valeur? Est-ce que la personne handicapée aujourd'hui, est-ce qu'un enfant handicapé aujourd'hui a accès dans une école ordinaire pour y étudier? Est-ce qu'un parti politique porte ça comme valeur? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Au même moment qu'on doit sensibiliser, qu'on doit être ouvert à la candidature et à la possibilité d'élire pour la personne handicapée, il faudrait aussi porter des valeurs qui tendront à lever les barrières qui empêchent la participation effective de la personne handicapée dans la communauté. Voilà. Est-ce que même si ces personnes-là bénéficient, peuvent être candidats, est-ce qu'on leur offre un espace pour qu'ils puissent se former et avoir la chance d'être élus également? Parce qu'une chose est de postuler, une autre chose est également d'être élu. À ma connaissance, non. Aujourd'hui, je ne connais aucun espace pour que la personne handicapée puisse être formée pour être candidat ou candidate. Néanmoins, il y a aujourd'hui des activités qui sont menées par la fédération, par la fédération des personnes handicapées, en synergie avec d'autres acteurs de la société civile pour les sensibiliser sur le processus électoral et même qu'ils puissent participer à l'observation des élections. Voilà. Mais ça, c'est pendant les périodes électorales. Mais après, ou avant les périodes électorales, c'est là que doivent se passer les formations. Et est-ce que les partis politiques prévoient les formations pour leurs militants? Est-ce que les partis politiques prévoient font en sorte que s'il y a des formations des militants, est-ce qu'il faut attention que les militants handicapés soient aussi formés? Et je pense que M. Keïta a parlé de quotas et si les partis politiques arrivent à être très sensibles à l'inclusion dans ce sens, ça va favoriser l'inclusion au niveau des instances de décision. Mais jusque-là, je ne pense pas que les partis politiques soient vraiment, en tout cas, dans la mesure de former les militants dans la vie politique, surtout avec les personnes handicapées. Je reprends les chiffres de Barthélemy. 15% de la population, si ces personnes sont entre guillemets oubliées, quelles peuvent être les conséquences? Alors, vous savez, le paradoxe ici au Mali, je vais vous donner un exemple.
c'est qu'au Mali, en ce qui concerne la révision annuelle des listes électorales, par exemple, chaque année, il y a une révision annuelle des listes électorales qui se fait, mais c'est de façon systématique. Donc, du 1er octobre au 31 décembre. Donc, à partir du 1er octobre, donc, les nouveaux majeurs sont automatiquement reversés dans la base de données, dans la liste électorale. Donc, les personnes également, on procède à la radiation et également au changement de domicile. Par exemple, si quelqu'un a changé de domicile, donc, nous faisons ce cas. Donc, il n'y a pas un mécanisme qui est là pour dire, par exemple, aux nouveaux majeurs, ceux qui ont eu 18 ans, qui sont aptes maintenant à voter et qui sont dans la loi, qui sont reversés dans la liste électorale. Nous voyons qu'il y a un paradoxe qui est là chaque année, chaque élection. Nous voyons que le nombre d'électeurs inscrits est élevé, mais le nombre de votants est relativement faible. Le taux de participation est relativement faible. Donc cela s'explique par ce point. Donc imaginez cet écart et imaginez qu'il y ait 15% également d'une frange de la population qui est oubliée. Donc vous voyez ce que ça peut amener en ce qui concerne les prises de décision au niveau institutionnel. Donc il y a toute une procédure qui est là, il y a tout un combat qu'il faut mener. Il faut d'ores et déjà commencer à sensibiliser, à mettre en place des mécanismes pour permettre à ces nouveaux majeurs de savoir qu'ils sont sur la liste électorale et qu'ils sont aptes à voter. Donc ça, c'est un premier facteur. Le second facteur également, comme ils l'ont dit, il faut que les partis politiques puissent intégrer certaines valeurs dans des partis, parce que chaque parti politique également est régi d'une valeur. Donc également, il faut que ces partis politiques puissent prendre en compte les personnes handicapées. Ces personnes handicapées également doivent être prises en compte. Et n'oubliez pas que l'argent l'argent que l'État donne pour les partis politiques, c'est pour former les militants. Donc une partie de cet argent également, c'est pour former les militants. Donc les partis politiques peuvent d'ores et déjà intégrer la formation, le renforcement des capacités, non seulement des militants, mais de façon spécifique les militants qui sont atteints d'handicap. Donc si on arrive à mettre ce mécanisme en place dès le départ, donc cela permettra également à ce que les personnes handicapées qui se trouvent au niveau des partis politiques puissent être outillées et dotées. Donc s'ils sont aptes, s'ils sont bien régis, donc ils peuvent également prétendre à des postes de responsabilité. Parce que tout commence par là d'abord. Donc si on est bien outillé, donc on peut prétendre également à des postes de responsabilité. Donc il faut mettre vraiment en place ce mécanisme. Alors Noum Keïta, M. Sangala l'a dit tout de suite, les préoccupations des personnes vivant avec un handicap ne sont pas suffisamment prises en compte par même les élus aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on peut envisager des alternatives au niveau de la représentation nationale. Si l'État propose qu'au niveau de la représentation nationale, en tout cas par une procédure spéciale, il y ait un tel nombre de représentants des personnes handicapées pour porter la voix de ces handicapés au niveau de la représentation nationale et orienter les décisions de l'État en leur faveur, je pense qu'il n'y a aucun problème. Moi, je le redis, le premier signal doit venir de l'État. Les partis politiques, ils doivent sensibiliser, ils doivent faire ceci et cela. Ils n'ont aucune capacité à aller effectivement vers la prise en compte effective de cette minorité. Je pense que c'est l'État d'abord qui doit, dans cette disposition, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, ouvrir la voie. Oui. Et les autres... Mais les partis politiques ont souvent des élus au niveau des différentes communes, au niveau des différentes régions, au niveau de l'Assemblée nationale également. Mais puisqu'on vient de partir de constat qu'ils ne se préoccupent pas donc, de la spécificité de ces handicapés, pourquoi ne pas prendre des dispositions pour que, de façon, par une procédure spéciale que nous allons tous accepter, qu'il y ait donc des représentants de ces handicapés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des autres instances de décision pour porter la voix. Pourquoi on ne le ferait pas? D'accord, on va donner la parole à Aminata Traoré de l'Association malienne pour la protection des albinos qui vient de nous rejoindre. Aminata, est-ce que vous pensez que même pendant les campagnes électorales, les préoccupations des personnes vivant avec un handicap sont prises en compte? Est-ce que même dans les projets des différents candidats, ils prennent en compte les préoccupations des personnes vivant avec un handicap? Ok, bonjour à tous. Et je pense que les préoccupations dans les projets des candidats, ils les prennent en compte dans les écrits. Mais
après qu'ils soient élus, et ils oublient ce qu'ils avaient promis aux personnes en situation de handicap. Parce que tu ne trouveras pas de projet qui ne dit pas que je ferai ci pour les personnes en situation de handicap ou je ferai ça. Mais après, ils oublient tout ça. Donc, c'est vraiment une problématique pour que les personnes en situation de handicap se sentent concernées par ces politiques-là. Non seulement les infrastructures ne sont pas adaptées pour les personnes en situation de handicap, mais aussi ils ont beaucoup de difficultés pour eux-mêmes qu'ils soient un candidat. Ils rencontrent beaucoup de difficultés, ils n'ont pas de soutien pour pouvoir participer à la politique. D'accord. Et maintenant, on va y aller aux solutions. Comment changer cette situation? Comment faire de telle sorte qu'un citoyen du pays, qui qu'il soit, puisse bénéficier de ses droits et puisse accomplir ses devoirs? Barthélémy. Ok, ça c'est une question très importante. En fait, je pense qu'il faut d'abord que la communication soit accessible à tous. Aujourd'hui, l'une des plus grandes barrières pour que la personne handicapée puisse jouir de ses droits, c'est l'accès à la communication. Si c'est écrit, pour la personne visuelle, c'est compliqué. Parce qu'il faut lire les noirs. Il faut que ce soit transcrit en braille. Est-ce que les grands messages du pays sont aujourd'hui transcrits en braille accessible aux personnes handicapées visuelles? Est-ce que les grands messages de la nation sont aujourd'hui accessibles aux personnes handicapées auditives qui ne peuvent pas entendre? Il y a des langues. Nous déplorons aujourd'hui que jusqu'à présent, il n'y a pas un panel, il n'y a pas en tout cas un créneau, ne serait-ce qu'à l'ORTM, pour signer les informations. Or, vous avez quand même une frange importante de la population qui n'entend pas. Or, il y a un moyen pour qu'ils puissent avoir accès à la communication. Donc, travailler pour vraiment lever les barrières liées à l'accès à la communication. D'accord. Ensuite, oui. Poursuivez. Ok. Alors, je reviens. Noum Keïta, alors vous, quelle solution proposez-vous? Bon, comme je l'ai dit, pour moi, les handicapés ont des droits. Je pense qu'on ne doit pas les exclure du débat politique, on ne doit pas les exclure des instances de décision. Et leur offrir les possibilités de s'exprimer au sein de la représentation nationale et au niveau des instances de décision, je pense que c'est un devoir de l'État du Mali. Et ce n'est pas de l'aumône qu'on donne aux handicapés, c'est leur droit. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, tant que l'État ne montre pas l'exemple, n'assume pas son engagement vis-à-vis donc du pays, à travers la signature de la Convention, je pense que nous n'allons pas progresser. Nous allons toujours nous retrouver dans les débats en train de se jeter l'anathème les uns sur les autres. Je pense que le premier à montrer l'exemple, à donner le signal, c'est l'État. C'est à l'État de créer les conditions pour que ces handicapés puissent s'épanouir, puissent être dans les instances de décision au plan, au niveau de la représentation nationale et au niveau donc de l'administration publique. C'est à l'État de le démontrer, et si l'État assume ses responsabilités, je pense que le reste va suivre. Est-ce que les partis politiques également ne doivent pas inclure ces valeurs et créer des espaces pour que les personnes vivant avec un handicap puissent... Vous savez, on aime parler de valeurs, etc. Moi, je pense que parler théoriquement de valeurs, alors que dans les faits, ça ne se fait pas. Comme je l'ai dit, je parle au nom de mon parti. Pour nous, le handicap ne peut pas du tout constituer un problème, et pour ceux qui l'ont, afin d'accéder à des postes de responsabilité. Nous, au niveau de notre parti, nous avons suffisamment de handicapés qui sont responsables, qui décident. Et si nous, aujourd'hui, on a le pouvoir, nous allons transformer. Pour nous, c'est naturel. On n'a pas besoin de crier ces valeurs. C'est dans les faits, c'est dans les actes qu'on les vérifie. D'accord. Monsieur Traoré, est-ce que vous pensez que la société civile et les partis politiques doivent multiplier les espaces pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de jouer leur rôle et d'obtenir ce qui leur est dû? Bien évidemment. Vous savez, quand on parle de notion de l'État, l'État, ce n'est pas uniquement le
les premiers responsables. L'État également, c'est la société civile. En parlant de l'État, il parle des gouvernants. Donc c'est vous, c'est nous, c'est tout un chacun, c'est toute la communauté. Donc l'État, c'est nous tous. Donc c'est vrai que ce qu'il évoque, nous avons des décideurs qui sont là, donc il faut que les décideurs s'assument, certes, mais il faut que également tous les acteurs de la société civile, que ce soit les partis politiques, les organisations de la société civile, tous les acteurs, quels qu'ils soient, doivent prendre leurs responsabilités et également pour pouvoir mener à bien les actions pour que les uns et les autres, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit même un citoyen lambda, puissent accéder vraiment à ces droits. Parce que les droits, c'est le fondamental. Donc, il faut que les uns et les autres également puissent faire le nécessaire pour que chacun de nous puisse jouir ses droits. Quant à la société civile, à laquelle je réponds, les organisations en charge d'observation ou bien d'autres associations, donc il faut qu'on redouble d'efforts pour qu'on puisse faire des plaidoyers à tous les niveaux, pour qu'on puisse prendre en compte l'aspect des personnes vivant avec un handicap dans toutes les décisions importantes de ce pays. Est-ce que ça ne devrait pas commencer à travers l'éducation, Madame Maïga? Oui, l'éducation et la FEMA a commencé en 2013 à Bamako et à Sikasso. Ces actions doivent être soutenues par nous tous, nous qui sommes les organisations de la société civile. Nous, à notre niveau, nous devons toujours sensibiliser notre communauté sur le rôle de notre participation aux élections. Nous devons aussi les amener à pouvoir aller voter, non seulement retirer leur carte d'électeur et aussi aller voter. Mais pour ça, il faut qu'ils aient confiance aux autorités. Parce que, comme je l'avais bien dit au début, ils disent dans leur projet de société, je vais faire ça pour les personnes en situation de handicap, je vais les inclure comme ça, je vais faire ça. Mais ils ne le font pas. Donc, ils sont tout le temps déçus. Donc, même quand tu essaies de sensibiliser pour les amener à aller voter, c'est tout un tas de problèmes. Donc, c'est à nous maintenant de renforcer ça pour que les personnes en situation de handicap se sentent courageux eux aussi, qu'ils aillent aussi et accomplir leurs devoirs, car c'est bien de toujours réclamer ses droits, mais il faut aussi accomplir notre devoir qui est aussi le vote, car c'est un devoir de citoyen. Donc nous, même étant personnes en situation de handicap, c'est notre devoir d'aller voter. Donc nous devons nous appuyer sur nos communautés pour qu'ils puissent comprendre cet aspect-là, pour qu'ils puissent choisir leurs candidats lors des élections. On parle de quota de 30% pour les femmes. Est-ce que les femmes vivant avec un handicap ont une chance parmi ces femmes-là? Pour ça, vraiment, j'ai pas encore vu de femmes en situation de handicap dans un poste politique. Pas pour le moment. Donc, comme je l'ai dit, il faut toujours sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent participer à la politique. Vraiment. C'est pas... Pour pouvoir faire partie du quota, il faut que tu aies des ambitions politiques, il faut que tu fasses partie de certains partis politiques ou bien que tu sois informé, sensibilisé. Voilà, il faut qu'ils soient sensibilisés et informés sur ça pour qu'elles puissent intégrer la politique. Et donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui avec ces élections législatives dont le premier tour se tiendra le 29 mars prochain? Les futurs élus, quelles sont vos attentes? Elles sont beaucoup, nos attentes. Je vais rebondir d'abord sur la loi, l'article 92 de la loi électorale, qui parle de la possibilité d'assistance de la personne handicapée qui veut voter. Et cette loi s'inscrit dans l'idée de la Convention en article 29 qui parle de l'assistance comme un aménagement raisonnable. Alors que pour nous, cette loi doit aller au-delà d'assister la personne handicapée. Elle doit faire en sorte que les conditions requises pour que la personne handicapée puisse aller voter librement par elle-même soient inscrites dans la loi et appliquées sur le terrain. Parce que si la personne handicapée aujourd'hui n'arrive pas à voter, elle n'a pas où se plaindre. Ça risque de poser problème. Alors, deuxièmement, je n'ai pas fini. Rapidement. Je n'ai pas fini parce que nous avons beaucoup d'attentes. Vous avez parlé de quelque chose qui est important, qui est capital pour moi, c'est l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation des enfants handicapés est un problème.
Parce que si vous avez un enfant handicapé dans le quartier, on va dire, écoutez, il faut l'amener dans un centre spécialisé. Alors que l'école du quartier, doit être accessible à cet enfant handicapé. D'accord, une meilleure prise en compte de façon globale des besoins des personnes handicapées. Noum Keïta, rapidement, est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation des partis politiques pour que les besoins, les droits des personnes vivant avec un handicap puissent être respectés? Oui, je le souhaite vivement. Je pense que ce sera un pas décisif en avant, justement dans la prise en compte de ce problème. Merci. C'est un problème qui est une réalité. Je pense qu'il faut l'affronter avec beaucoup de courage et d'engagement. Merci Noum Keïta, vous représentiez le parti SADI. Aminata Traoré au nom de l'Association malienne pour la protection des albinos. Barthélémy Sangala, Association Emploi Intégration des handicapés pour le développement EIHD, et Salia Kariba Traoré de la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM. Je suis Mouhamadou Touré à la régie vidéo et audio, Seydou Ndaou et Mamadou Ouattara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.